Messieurs les présidents, chers confrères, laissez-moi d'abord vous dire combien j'y trouve plaisir de vous adresser la parole dans ces auditoires de l'UCL, une université qui m'a beaucoup appris, quoique je n'ai pas étudié ici. Je ne déborde pas. Laissez-moi aussi d'abord vous dire combien je suis heureux de pouvoir travailler avec deux présidents pareils. J'ai encore connu la profession en tant que jeune doctorandus en 1981, il y a très longtemps, où la profession était encore, comment dirais-je, pour un jeune que j'étais à l'époque, un peu vétuste, quoi, un peu dépassé par les événements, mais sûr de son avenir. Et à un moment où la profession est vraiment, quand on compare avec la situation d'antan, vraiment professionnalisée, elle se pose des questions sur son avenir et elle dit « agissons d'une façon extrêmement concrète ». Ceux d'entre vous qui sont assez vieux pour le savoir savent dans quelle mesure ces congrès à l'époque, soit-il au château de Colonster ou ailleurs, étaient... Et aujourd'hui, c'est fraîche, c'est concret, c'est clair, c'est sans hésitation et c'est sans tabou, sans mots interdits, sans préjugés, mais vraiment d'une façon tout à fait ouverte. Ça, je trouve formidable. Je ne dis pas que ce que je dis, le ministre de la Justice va le faire, mais c'est que si j'étais encore 20 ans ministre de la Justice, j'aimerais faire. Ça ne sera pas le cas, donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. D'abord, 5 points. Pour être bref, 5 points. La déontologie. Je crois vraiment que la profession doit abandonner, pour avoir un réel avenir, les anciens concepts d'honneur et de dignité de la corporation. Évidemment, je ne suis pas contre l'honneur et la dignité, je suis entièrement pour. Mais le législateur, en 1810, ne vous a pas donné un ordre, ne vous a pas donné la possibilité d'écrire votre propre déontologie avec force de loi, sans contrôle ministériel, ne vous a pas donné cette autonomie pour protéger votre honneur et votre dignité. Il vous a donné cette autonomie pour être loyal vis-à-vis le client, pour être loyal vis-à-vis l'intérêt général et pour combiner ces deux vertus dans quelque chose d'extraordinaire que nous qualifions d'indépendance. Nous ne savons pas toujours très bien ce que nous voulons dire par indépendance, certainement pas indépendance juridique. Vous avez entendu le président Mathès. C'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire indépendance d'esprit. Cette déontologie, si on réfléchit bien, n'est pas seulement une question morale. C'est avant tout et malheureusement une question économique, parce que votre marché, je m'excuse d'utiliser ce terme, votre marché, comme le marché des médecins, comme le marché des architectes, est un marché qui doit être réglementé par le législateur, parce que votre marché est terriblement imparfait. Le client en général n'y comprend rien, est mal informé, ne sait pas de quel service il a besoin. Et les tiers en général doivent être protégés contre des malfaiteurs, contre des bricoleurs de toutes sortes. Supposez une fois, comme à l'époque de Napoléon, vous savez tous pourquoi il a réglementé la profession, vous puissiez être attaqué devant le tribunal par un soi-disant avocat qui n'y connaît rien. C'est dans cette perspective que la déontologie a été créée, et dans le Law and Economics, on appelle ça très clairement un marché imparfait, où on a besoin de loyauté, où on a besoin d'une réglementation des externalités pour protéger les clients, les tiers, l'intérêt général. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le législateur ne vous a pas donné ses pouvoirs pour autre chose. Il vous les a donnés pour faire mieux que lui ne pourrait faire, parce qu'il ne saurait pas comment le faire. Et donc c'est une responsabilité hors du commun qui vous est accordée. C'est la première chose que j'aimerais dire. La deuxième chose, le généralisme. J'ai fort apprécié tout ce qui a été dit là-dessus, et quoi qu'on ne l'attendrait pas de moi,
j'aurais pu être un spécialiste du droit fiscal international, parce que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait quand j'étais jeune. C'est comme le droit international privé, mais plus public, quoi. Donc, vous savez ce que je veux dire. Si je n'avais fait que ça, et je m'excuse vis-à-vis de ceux qui n'auraient fait que ça dans la salle, mais si moi je n'avais fait que ça, j'aurais été quelqu'un qui probablement n'aurait plus mérité la qualification d'un bon juriste. Et je crois donc avant tout, avec les universités, vous devriez réfléchir sur la façon de laquelle vous pouvez encore former les jeunes en tant que généralistes. Un peu comme on fait avec les notaires, quoi. Je n'en dis pas plus, mais j'y crois honnêtement. Je crois que, avant d'aller au spécifique, il faut bien connaître le général. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de spécialistes. Au contraire, on en a besoin. Pour la rapidité d'abord, mais aussi pour deux autres choses qui sont très importantes. Pour que le service soit payable pour le consommateur, pour le client, parce que si je vous posais une question de droit international fiscal, ça prendrait un temps fou, ça serait impayable pour le client. Et deux, pour que la profession soit rentable. Si on doit faire 10 heures sur un simple avis, la profession n'est plus possible. Mais évidemment, le meilleur avocat, c'est celui qui est spécialiste dans toutes les matières. Il y en a peu, mais il y en a qui le sont presque. Et ils méritent notre admiration, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ça sont les vrais généralistes. Troisièmement, la coopération. Je suis assez vieux pour savoir que c'est le barreau de Charleroi qui, en 1966, pour la première fois, avait réglementé la coopération entre les professions libérales et entre les avocats. Et messieurs, dames, vous ne vous en souvenez pas, mais il fallait faire une société à nom collectif à l'époque pour pouvoir constituer une association d'avocats. C'est vraiment vrai. Et à cette époque, nous étions de très loin les moindres des anglo-saxons, mais aussi des Hollandais, et aussi des Allemands. Je ne dis pas des Français. Si M. Darrois était là, je n'en parlerai pas. Mais donc, nous étions de très loin les moindres. Nous n'avions rien de tradition à cet égard. Et en 40 ans, nous avons essayé de rattraper. La coopération, je crois, est indispensable pour l'avenir de tout avocat. Peut-être plus pour ceux qui ont mon âge, mais pour ceux qui sont plus jeunes, plaider le matin, écrire des conclusions la nuit et recevoir des clients l'après-midi, ce n'est plus faisable à terme, je crains. Je le dis honnêtement, et ceux qui savent le faire, bravo. Mais j'en ai vu beaucoup qui, lors du déjeuner, s'endormaient pendant que je leur parlais. Je suis sévère et néanmoins, je crois que l'avenir est la coopération. Pour partager les coûts, pour être plus spécialisé et peut-être aussi pour la féminisation de la profession. Parce qu'après tout, 55% de nos étudiants aujourd'hui sont des femmes. Et les meilleurs sont des femmes. Et nous nous perdrons pour 80% en tant qu'associés à partir de l'âge de 35. Je suis un de ceux qui, de temps à autre, osent parler contre les femmes que je connais bien, de quotas, parce que finalement, dans le monde politique, les quotas ont fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Et je suis bien placé pour le savoir, les femmes que j'ai connues dans les gouvernements n'ont jamais dit à moi « je ne sais pas travailler cette nuit, je ne sais pas assister à cette réunion, c'est impossible pour moi le dimanche ». Jamais, jamais, jamais. Et ils ont fait énormément de bien. En général, ils connaissent mieux leur dossier que moi. Pas que les autres, mais que moi. Quand on a une association, il y a deux choses dans lesquelles il faut créer de la tradition, des règles, et les ordres pourraient aider là-dedans. Il y a deux grands problèmes dans la vie. La distribution des profits. 1. 2. La politique d'association. S'il y a des ruptures dans des associations, c'est toujours autour de ces sujets-là. Et donc il faut apprendre, il y a beaucoup de psychologues qui savent le faire, les avocats à vivre avec ce que c'est l'argent.
et avec ce que c'est partager de l'argent. C'est aussi difficile pour les médecins, hein, ne vous trouvez pas visés, hein, ce n'est pas le but. Et la même chose pour la politique de l'association. Peu savent supporter, peu de gens, que leur poulain n'est pas associé, peu savent supporter qu'un autre est bien associé, tandis que leur poulain ne l'est pas. Ce sont les deux grands défis de toute association. Il faut s'y faire parce que c'est de la sorte que les anglo-saxons ont créé une tradition hors du pair qui fait qu'à Bruxelles, quand même, hein, tous les grands cabinets, je n'ai pas dit sont anglo-saxons, mais en tout cas la plupart. Et si on avait eu une tradition, nous, avant cette époque-là, on aurait été plus fort. Et bon, je ne peux que le souligner, et il n'est jamais trop tard, l'histoire le démontre. Quatrièmement, l'assurance. J'y crois, j'ai été très heureux d'entendre toutes sortes de choses. Pour l'aide judiciaire d'abord, parce que c'est la seule chose que je dois vous dire, je crois que tout le reste est impertinent. Et donc on va essayer de maintenir la valeur du point cette année-ci, mais j'ai besoin encore de 3 millions que je vais trouver. Vous verrez bien, mais ce n'est pas toujours facile. J'ai bien vu que le budget d'État a diminué, mais donc je ferai tout pour l'avoir. Je le promets, mais c'est une promesse de moyens. Mais je l'ai aussi dit au Parlement, et je ferai tout pour l'avoir. La valeur de nos services n'a pas de prix. C'est un peu un boutade, mais si j'ose faire une comparaison, comment pourrait-on calculer le coût, le prix d'un accouchement? Ce n'est pas que vous êtes spécialisé dans l'accouchement, mais aucune femme, aucun homme qui deviendra père voudra dire « ça ne vaut qu'autant ». Et la plupart de nos services est de la même nature. Si on est dans un procès difficile, un avis difficile, une négociation difficile, à un moment donné, le prix n'a pas d'importance. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout payer, ça c'est autre chose. Mais notre méthode de calcul des prix, depuis des siècles, n'a jamais été à partir des frais, n'a jamais été à partir d'un raisonnement rémunération de l'entrepreneur et de son travail normal. Notre calcul a toujours été fonction de choses beaucoup plus immatérielles, comme à l'époque, hein, comme pour les médecins, le patrimoine du client, ou la valeur, ou l'effort qu'on avait presté, qui est évidemment différent pour celui qui est spécialisé et celui qui n'est pas spécialisé. Je crois honnêtement, et j'ai entendu le mot conventionnement, je ne sais pas qui l'a dit, mais je crois honnêtement que nous aurions intérêt, en tant que confrères, ce n'est pas le ministre de la Justice qui vous l'a dit, mais en tant que confrères, d'arriver à une standardisation de nos honoraires, parce que finalement, un accouchement peut prendre 20 heures et 1 heure, et c'est toujours le même prix. Ça rendrait mieux assurables nos services. Nos services, j'ai longuement parlé avec les compagnies d'assurance, ils ne sont pas très chauds pour une assurance généralisée, parce que les risques comme le divorce, comme le procès pénal, sont difficiles à prévoir, comme ça a été dit par plusieurs d'entre vous, et aussi, en partie, parce qu'on ne sait pas trop bien ce que c'est exactement la liberté du choix de l'avocat. Les assureurs me disent tout le temps « nous sommes pour la liberté du choix de l'avocat ». Et je réponds toujours « je suis pour aussi, alors ». Et pour les assureurs, ça veut dire la même chose que la liberté de la détermination des honoraires. Et je crois qu'on ne pourra jamais avoir une assurance complète sans qu'on puisse avoir une nomenclature et un conventionnement sur des tarifs standardisés. C'est ce que je crois, honnêtement, et je ne vais pas l'imposer, c'est justement une idée personnelle. Cinquièmement, j'ai entendu beaucoup parler, c'est le dernier point, j'ai entendu beaucoup parler de la concurrence. Et j'ai aussi entendu dire que nous devons concurrencer avec nos valeurs, comme le secret professionnel. Ça me faisait penser à la confidentialité du juriste d'entreprise qu'il a reçu et que les avocats n'ont pas aimé parce que c'est de la concurrence. Honnêtement, si on parle de concurrence, et vous savez que c'est M. Monti
dans la commission Prodi, qui tous les deux sont devenus par après Premier ministre en Italie, qui ont lancé ce débat de la concurrence pour les professions libérales. Si on parle de concurrence, on parle de quelque chose d'économique. Il faut le savoir. Ce n'est pas interdit, c'est honnête. Mais si on veut se démarquer, si on veut se distancer de ses concurrents, en tant que professionnel libéral, on n'a qu'une seule piste, à mon avis, mais c'est à mon avis, c'est investir davantage en dévouement, en confiance, en compétence, en indépendance, de sorte à ce que vos services sont ressentis par le client comme non substituable, comme quelque chose avec une valeur tellement précieuse qu'on ne veut pas aller ailleurs. Et il y a des mots dans la terminologie du droit de marché à cet égard, ça s'appelle monopolistic competition. C'est comme si vous aviez 1000 concurrents et vous n'en aviez aucun, parce que vous êtes tellement spécial que le client ne veut que vous. Et ça présuppose dévouement, confiance, indépendance. Messieurs, dames, après avoir écouté tout ce que j'ai entendu, je n'ai pas pu assister toute la journée, ni même les dernières 90 minutes, mais j'ai fait de mon mieux. Je crois pouvoir vous dire que j'ai une confiance énorme en notre avenir. J'enseigne un peu sur la profession d'avocat à l'université de Leuven et j'essaie toujours d'utiliser un métaphore pour expliquer ce qui est le comportement idéal du professionnel au niveau déontologique. Et c'est un métaphore que j'ai emprunté à Charles Freet, un homme qui pratique la philosophie aux universités de Harvard. Et il dit, il faut se comporter comme un bon ami. Non pas qu'on est ami avec les clients dans le sens littéral du terme, mais il faut se comporter comme un ami. Et si on se comporte comme un ami, qui peut dire non, qui sait dire oui, qui sait se lever la nuit, qui sait prendre le téléphone à des moments impossibles, qui sent y aller quand c'est vraiment nécessaire, alors on fait ce qu'il faut faire. Et donc, si vous avez peur de la concurrence des autres professions, il n'y a qu'un standard que vous devez vous imposer, c'est le standard du meilleur ami. Je vous remercie.